Bonjour, je m'appelle Sonia Paradis et j'aimerais partager avec vous mes réflexions sur la question suivante. Est-ce que la taxe carbone engendre famine et malnutrition? Je me suis posé cette question puisque Pierre Poilievre, le 15 septembre dernier, a dit que la tarification du carbone engendre famine et malnutrition. Donc, en regardant cet article de CBC News, il semble qu'il y ait eu une nouvelle étude qui indique que la taxe sur le carbone a eu un impact négligeable sur l'inflation. En effet, des professeurs de l'Université de Calgary ont découvert que la taxe sur le carbone n'a augmenté les prix que de 0,5 pour cent. Cette étude dit aussi que la majorité de l'augmentation du prix a été causée par des facteurs globaux, tels que la flambée des prix de l'énergie et de perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19. L'augmentation globale du prix du pétrole a eu de loin le plus grand impact sur les coûts. Aussi, 90% des revenus du gouvernement sur la taxe sur le carbone sont retournés aux familles. L'autre 10% est retourné en programme pour réduire la consommation d'essence. J'ai trouvé cette étude en cherchant sur Internet. C'est celle-ci, des auteurs Tombey et Winter. Le titre est Does Emission Pricing Hurt Affordability? Quantifying the Effects on Canadian Households. Et cette étude a été rendue publique en décembre 2024. En français, le titre serait Est-ce que le prix sur les émissions de carbone a fait mal à l'abordabilité? Quantifier les effets sur les ménages canadiens. Dans ce rapport, nous voyons cette figure qui montre l'effet des changements des taxes indirectes sur les prix des consommateurs au Canada de janvier 2019 à avril 2024. En effet, nous voyons que la taxe carbone fédérale a été introduite au début de l'année 2019. Depuis ce moment, nous voyons qu'il y a eu une très grande hausse des prix des différents items. C'est la ligne noire. Et lorsqu'on enlève l'effet des taxes indirectes, c'est la courbe rouge. Et nous voyons que les taxes n'ont pas eu beaucoup d'effet. Il est à noter que ce graphique montre le changement dans les prix moyens aux consommateurs, tout item confondu, au Canada, avec et sans l'effet des taxes indirectes incluses. Les taxes indirectes incluent toutes les taxes sur les produits, telles que les taxes de vente, diverses taxes d'assises et les taxes carbone. J'ai voulu chercher un peu quelles ont été les causes de l'inflation. Donc ici, nous voyons que ça n'a pas été significativement causé par la taxe carbone. Donc, quelles ont été les autres causes? Dépendamment de d'où nous vivons dans le monde, il y a eu différentes causes. Entre autres, j'ai trouvé la pandémie de COVID-19, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, aussi des spéculations des investisseurs suite à la guerre entre Israël et la bande de Gaza. Il y a eu les prix d'importation, ensuite l'augmentation fulgurante des prix des loyers et aussi, dans certains cas, les changements climatiques. Donc ici, nous avons un exemple d'augmentation des prix des aliments causés par des changements climatiques. Donc, il y a entre autres l'exemple de l'huile d'olive et cette augmentation a été causée par des épisodes de sécheresse en Espagne, au Portugal et en Grèce. Pour le café, comme pour l'huile d'olive, ce sont des mauvaises récoltes qui ont expliqué les hausses records du prix du café. Pour le bœuf, ce sont des sécheresses en Amérique du Nord qui ont fait grimper le coût du grain qui sert à nourrir le bétail. Résultat, des éleveurs ont dû réduire la taille de leur troupeau, ce qui a fait baisser l'offre. Bon, donc, qu'en est-il vraiment du niveau de dioxyde de carbone atmosphérique? Je suis allée voir sur le site de la NASA.
nous pouvons voir ici, lorsque ils ont fait leur dernière mesure en novembre 2024, le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était de 424 ppm. Les points clés, selon eux, sur le dioxyde de carbone sont les suivants. Le dioxyde de carbone dans l'atmosphère réchauffe la planète, causant un changement de climat. Les activités humaines ont augmenté le contenu en dioxyde de carbone de l'atmosphère par 50% en moins de 200 ans. Allons voir ça. Donc, ici, à gauche, nous avons l'augmentation du niveau de dioxyde de carbone. Nous voyons le niveau à partir de mesures directes, donc de 1958 à aujourd'hui. Dans le graphique à droite, nous avons les mesures indirectes à partir de la glace. Et ce que nous voyons, c'est que pendant des millénaires, donc au moins les 800 000 dernières années, le dioxyde de carbone atmosphérique n'a jamais dépassé les 300 ppm. C'est la ligne pointillée que nous voyons sur le graphique. À partir de 1911, le niveau de dioxyde de carbone a augmenté très rapidement. Le 10 janvier dernier, il y a eu un rapport appelé le Global Climate Highlights 2024. Et d'après ce rapport, nous voyons que 2024 a été l'année qui a connu la plus grande variation de température par rapport au niveau d'avant l'ère industrielle. Et malheureusement, nous avons dépassé cette année l'augmentation de 1,5 degrés Celsius. En effet, selon le rapport, 2024 est une deuxième année record, suivant l'exceptionnelle année 2023. 2024 a connu des températures globales sans précédent, suivant la chaleur remarquable déjà de 2023. 2024 est la première année avec une moyenne dépassant 1,5 degrés Celsius avant le niveau pré-industriel, un seuil déterminé par l'accord de Paris sur le climat pour réduire significativement les risques et les impacts du changement climatique. De multiples records globaux ont été brisés pour les niveaux de gaz à effet de serre et pour la température de l'air et de la surface des mers, contribuant aux événements extrêmes, incluant des inondations, des vagues de chaleur et des feux de forêt. Ces données mettent en évidence les impacts accélérés du changement climatique causé par les humains. Donc, ici, nous avons un autre point de vue. Nous avons le point de vue des assureurs. Donc, l'été 2024 a été le plus coûteux de l'histoire pour les assureurs canadiens. Donc, voici quelques données. Dans l'article ici, nous voyons les principaux événements climatiques extrêmes seulement de l'été 2024. Donc, l'été 2024, c'est seulement en juillet et en août. Il y a eu d'abord la tempête de grêle en Alberta, les inondations au Québec, les inondations dans le sud de l'Ontario et les feux de forêt à Jasper. À eux seuls, ces 4 événements ont coûté plus de 7,1 milliards de dollars aux assureurs canadiens. C'est incroyable. À droite, nous voyons les années les plus coûteuses en indemnisation pour des phénomènes météorologiques extrêmes en dollars de 2023. Si on regarde bien les 6 années listées, la fourchette est de 1998 à 2024. Donc, j'ai regroupé cette information différemment. Donc, ces 6 années les plus coûteuses ont été observées ces 30 dernières années. Par contre, 3 de 6 de ces années les plus coûteuses pour les assureurs ont été dans les 5 dernières années. Okay? Donc, les 6 dernières années les plus coûteuses ont été observées dans les 30 dernières années, mais seulement dans les 5 dernières années, il y a eu 3 événements sur les 6. 3 années les plus coûteuses pour les assureurs. Donc, cela suggère que la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes augmente.
il est à noter que de plus en plus de Canadiens ont été ou ont été proches d'être des victimes de phénomènes météorologiques extrêmes. Ou bien, de plus en plus de Canadiens connaissent quelqu'un qui a été ou a été proche d'être victime de phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de considérer cette accélération des phénomènes météorologiques extrêmes. Mon analyse est la suivante. Donc, les phénomènes météorologiques extrêmes, la grêle, les inondations, les feux de forêt, le verglas, la sécheresse, peuvent détruire des infrastructures. Si les infrastructures sont détruites, on a une perte de logis, une perte d'hôpitaux, d'écoles, etc. Et ensuite, il faut reconstruire toutes ces infrastructures. Donc, ce sont des coûts additionnels en termes de reconstruction. L'autre effet de ces phénomènes météorologiques extrêmes, c'est la destruction des récoltes. Ce faisant, ça diminue les revenus des agriculteurs et le prix des aliments augmente. Ensuite, il peut y avoir destruction des matières premières. Par exemple, dans les feux de forêt, il y a destruction de bois. Donc, les revenus des industries diminuent et le prix des matières premières augmente. Donc, les phénomènes météorologiques extrêmes causent de l'appauvrissement, du stress, mais aussi la perte de logis, de services, de nourriture, de matières premières et de revenus. Je suis allée voir aussi le rapport sur les inégalités mondiales 2022. Le rapport en français est un très bon résumé du rapport original en anglais, appelé World Inequality Report 2022. Ce rapport a été écrit par le World Inequality Lab. Le laboratoire sur les inégalités mondiales est un laboratoire de recherche spécialisé sur les inégalités dans le monde. Leurs principales missions sont l'extension de la World Inequality Database, la publication de rapports et de documents méthodologiques, ainsi que la diffusion des travaux et des données dans les milieux universitaires et dans le débat public. J'ai voulu aller voir quelles étaient les émissions en dioxyde de carbone pour différents pays. Donc, à gauche, nous avons le Canada. Au centre, j'ai mis la Suède et à droite, j'ai mis nos voisins du Sud, les États-Unis. Mais il y a d'autres pays aussi. Donc, si vous voulez aller voir le rapport original en anglais, vous pouvez voir les quantités de dioxyde de carbone émises dans différents pays. Pour le cas du Canada, la population en général, donc en moyenne, les Canadiens émettent 19,4 tonnes de dioxyde de carbone par personne. Par contre, les 1% plus riches au Canada émettent environ 10 fois plus de tonnes de dioxyde de carbone. Quand nous regardons les 10% plus riches au Canada, c'est 60,3 tonnes de dioxyde de carbone par personne. Pour les Canadiens qui sont dans les 40% du milieu, c'est 20,9 tonnes par personne. Et les individus qui sont dans les 50% moins riches, c'est seulement 10 tonnes de dioxyde de carbone par personne qui sont émises. Quand nous regardons la Suède, nous voyons qu'ils réussissent à émettre environ moitié moins de dioxyde de carbone par personne, alors que ce pays est aussi un pays nordique, comme le Canada. Donc, je trouve que c'est un très bon exemple et nous devrions regarder comment ils font pour émettre si peu de dioxyde de carbone par personne. Quand nous regardons les États-Unis, ils émettent plus de dioxyde de carbone que les Canadiens en moyenne et en particulier les 1% plus riches émettent 269,3
tonnes de dioxyde de carbone par personne. Donc, en conclusion, est-ce que la taxe carbone engendre famine et malnutrition? Ma réponse, d'après les données que j'ai trouvées, non. La taxe carbone n'a pas engendré la famine et la faim. Parmi les solutions pour réduire la faim et la malnutrition au Canada et ailleurs dans le monde serait de réduire significativement les émissions de dioxyde de carbone. Vous avez vu à travers ma présentation, je vous ai donné toutes mes sources. Si vous êtes intéressé d'aller plus en profondeur dans le sujet, ne vous gênez pas d'aller voir mes sources si ça vous tente. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.